c'est le débat sur Big One Télévision, un débat sur les événements politiques, sur les actualités. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière et en ce début de semaine? La fièvre hémorragique Ebola qui refait surface en République démocratique du Congo. C'est la 7e réapparition de la maladie. Le virus a déjà fait un peu plus de 10 morts à Djella, à Bwendé. Nous sommes en province de l'Équateur. Et un peu plus de 1000 morts en Afrique de l'Ouest, en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria, où Ebola est apparu depuis le mois de mars dernier. C'est donc une guerre internationale contre le virus. Etienne Tshisekedi à Bruxelles pour des raisons de santé, selon ses proches, il se porte bien, même si son lieu d'hospitalisation, son lieu de séjour et sa maladie sont gardés secrets. Aucune apparition en public, aucune prise de parole en public depuis des mois déjà. Est-ce que c'est à cause des problèmes de santé? Question à 1000 francs congolais. 96 agents de la commission électorale ont été congédiés, accusés de détournement, de problèmes moraux, de corruption. En fait, ce sont les résultats d'une enquête diligentée par une commission pour le contrôle physique et administratif des agents électoraux. Une commission mise en place pour réparer, dit-on à la commission électorale, pour réparer les erreurs relevées dans les rapports des observateurs lors des élections de 2011. Enfin, ce débat sur la modification de la Constitution, deux blocs, le oui et le non. Pourquoi? On va poser cette question à mes deux invités. Zachary Kenda, il est de l'UDPS d'Etienne Tshisekedi. Ernestine Nyoka, vous êtes du PPAD, communicateur de la majorité présidentielle. Merci beaucoup d'être venu. On commence tout de suite par cette fièvre hémorragique, sans médicaments, sans vaccin. Et Madame Nyoka, est-ce que c'est devenu une priorité pour notre gouvernement en ce moment? Le gouvernement a-t-il les moyens de faire face à l'épidémie? Oui, Madame Amina, le gouvernement a le moyen, on va dire particulièrement l'expertise. Les virus sera maîtrisé parce que le gouvernement a l'expertise, le gouvernement a pris déjà des dispositions. L'une des premières dispositions, c'est l'isolement. Avec l'isolement et tous les autres moyens qui accompagnent du côté hygiène, le gouvernement va sûrement maîtriser. Aussi parce que bon, non seulement l'expertise de Kinshasa, mais l'expertise du gouvernement s'est avérée parce que le gouvernement a eu aussi à prêter main forte aux pays d'Afrique, particulièrement aux choses Libéria, Guinée, qui ont aussi le problème avec le même virus qui fait déjà plusieurs morts chez eux. Nous avons prêté main forte à ces pays. Mais la question qui reste, c'est vrai, encore posée, à part l'expertise, il y a le problème de moyens. Je crois que le gouvernement, qui est aussi un membre de la communauté internationale, on va dire ça comme cela, a déjà aussi fait appel à la communauté internationale pour pouvoir nous prêter main forte, comme nous avons prêté main forte aux autres par rapport à notre expertise. Zachary Kenda. Oui, tout à fait. Il n'y a pas trop s'alarmer. Je crois que ce n'est pas pour la première fois qu'Ebola frappe à la porte de la RD congolaise. Ça fait longtemps, ça fait 7 fois que le virus apparaît sur la République, sur le terre congolais, sur le sol congolais, allez-se dire, et que c'est un problème de tout le monde. C'est pas un problème du ministère de la Santé seulement, c'est le problème de vous les journalistes, des communicateurs de médias, le problème de toute la société pour se mettre debout et pour que ce virus ne puisse pas franchir les frontières au-delà de là que le virus se trouve déjà, qu'il soit confiné là-bas comme il y a en 2005 était à Isiro, on l'a confiné là-bas, il n'a pas progressé avec Kinshasa. Nous espérons aussi aujourd'hui que on va combattre et que le virus n'atteindra pas Kinshasa et le virus ne pourra pas faire autant de dégâts comme il l'a fait en Afrique de l'Ouest. Le meilleur moyen peut-être au niveau des communautés, des familles, c'est la prévention. C'est une grande maladie tueuse, sans vaccin, sans médicaments jusqu'à présent. C'est le seul médicament que nous avons, la prévention. La prévention, l'information doit circuler sérieusement. Éviter de se saluer. Vous savez, chez nous, c'est une maladie. Quand vous ne serrez pas la main à quelqu'un, il vous traite soit d'un insolent, soit d'un orgueilleux. Et Etienne Tshisekedi à Bruxelles, pour des raisons de santé, on a entendu dire qu'il se porte bien. Mais pourquoi il ne parle pas lui-même? Et pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise qu'il se porte bien? Vous voulez seulement qu'il parle pour dire quoi? Il est resté au pays depuis 2011. Je crois que la dernière fois qu'Etienne a parlé, c'est en 2012. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi il n'a pas parlé au pays? Et pourquoi voulez-vous qu'il parle quand il n'est pas au pays? Il va dire quoi? C'est depuis qu'il est au pays qu'il ne parle pas. Ça fait des mois qu'il n'a pas parlé. Qu'il n'a pas parlé? Pendant qu'il recevait les gens dans son bureau à limiter.
Il n'a pas parlé. Il n'a pas bronché. On l'a cherché partout. On a dit qu'on a envoyé même les gens en dessous de son lit. On ne l'a pas vu. Il n'a pas parlé. Il recevait les gens. Il travaille. Il a travaillé. Il continue à travailler. Mais ce qui m'étonne, c'est quand on veut médiatiser, quand on veut faire des débats sur l'état de santé d'un homme de cet âge-là. Alors qu'il y a des enfants qui naissent. Il y a des enfants. C'est un immense leader. Oui. C'est un immense leader. Il représente beaucoup pour une grande frange de Congolais. Alors, c'est important qu'on l'entende, qu'on le voit. Il n'y a pas d'apparition publique, il n'y a pas de prise de parole en public. Non, quand il faut... Même le lieu où il a été interné, où il se trouve en ce moment, sont gardés mystérieux. Oui, quand il faut parler de sa santé, tout le monde reconnaît que c'est un grand leader. Il appartient à toute la communauté nationale. On doit parler de sa santé parce que c'est un grand leader. Mais quand il s'agit des élections, lui voler la victoire, on ne veut pas reconnaître qu'il est grand leader. On ne veut pas reconnaître qu'il a été élu puisqu'il est grand leader. Voilà la dichotomie. Quand dichotomie là, c'est qui? Mais ceux qui disent là, vous dites que c'est un grand leader. Il est grand leader pour qui? C'est pour les 11. C'est moi qui le dis. Ah, c'est pour vous, alors je l'ai dit. Il est grand leader pour vous, puisqu'il est malade. Mais quand on a volé sa victoire aux élections, quand le pouvoir en place a pris sa place aux élections, ça vous ne reconnaissez pas qu'il est grand leader. Un grand leader, c'est celui qui est populaire, c'est celui qui a la masse. C'est un candidat potentiel, un candidat populaire, un grand candidat. Alors, un candidat réfléchi. Ce candidat, quand il a été élu, vous ne reconnaissez pas qu'il est grand. C'est seulement autour de son état de santé que vous reconnaissez qu'il est grand, madame. Non, vous ne jouez pas au malin. Et c'est un mortel comme tous les autres. C'est un homme qui a de l'eau, qui a du sang, qui a du gaz, qui a du carbone dans son sang. Il va mourir un jour, il n'est pas un secret pour personne. Mandela est parti, des grands, de Bonaparte, de Gaulle sont partis. Ils sont partis. Il partira un jour. Mais ne le souhaitez pas qu'il parte de la manière que vous le souhaitez. Puisque vous ne connaissez pas où se trouve votre vie, vous ne savez pas où se trouve votre sécurité. Les tout entre les mains du Seigneur. Et ce Seigneur-là est en train de les guider. Il est à Bruxelles aujourd'hui. Vous voulez qu'il parle quoi? On vous a dit qu'il est en train de se reposer. Son fils a parlé. C'est suffisant. Vous voulez encore qu'il d'autres parler? Vous me demandez, moi qui reste à Kinshasa, qui n'a pas fait voyage avec lui, de vous dire quoi? Non, ne comptez pas sur moi pour vous dire. Ernest Nyoka, Tshisekedi qui ne parle pas, il ne fait pas d'apparition publique. Selon monsieur Zakari Kenda, même s'il m'a attribué ses prises de position, ses réflexions, alors que moi je suis dans mon rôle de journaliste, vous reconnaissez qu'il est maintenant en mesure il peut parler maintenant, qu'il est malade? Madame Amina, je suis un peu surprise. Il faut quand même reconnaître, même si je ne suis pas de la famille politique du président Etienne Tshisekedi, il faut quand même reconnaître que nous sommes Congolais et qu'en cette qualité-là d'être congolaise, et Tshisekedi est un grand homme politique, c'est un homme d'État, c'est quelqu'un qui, malgré qu'il est de l'autre côté de l'opposition, il a fait ses preuves par rapport aux questions de l'heure, aux questions qui concernent la République. Tshisekedi a fait une certaine prise de position. Il n'est que normal. Normal que lorsqu'un homme comme celui-là a cet état de santé, que l'information puisse circuler. Nous avons eu très récemment le cas de Nelson Mandela. La situation a été mise à jour. Ce n'est pas que lorsque la presse congolaise en parle que ça devient un problème de la majorité qui veut la mort de Tshisekedi. Je pense que les choses ne se passent pas comme ça. C'est un grand homme. Il a une situation qui le préoccupe. La presse donne l'information. Mais lorsque la presse internationale a donné l'information, les différents cas de l'UDPS ne se sont pas plaints. Pourquoi est-ce que c'est lorsque la presse de la RDC donne l'information que ça pose problème? Moi, je pense que ça ne peut pas poser problème. Et que, bon, qu'on l'ait gardé dans un lieu secret, je crois qu'il a besoin du repos par rapport à son état de santé. Je crois qu'au moment opportun, dès qu'il pourra, je crois qu'il donnera son message. C'est désormais le tournant, hein, M. Kenda. Est-ce qu'on pense à la succession parce que Etienne Tshisekedi aura quoi, 86 ans en 2016? Voilà. Qui a dit qu'à 96, il aura 86 ans? Il aura quel âge? Qui a dit ça? Il aura quel âge? Il aura l'âge qu'il aura. Il n'a que 80, il tourne autour de 82 ans. Comment dans 2 ans, il aura déjà 86 ans? Et ensuite, comment Madame RC peut dire ça? Nous, on dit que nous sommes de culture bantou. Et chez les bantous, la maladie de quelqu'un n'est pas exposée à la place publique. Et quand vous reconnaissez que c'est un grand, c'est un géant, c'est un grand leader, c'est-à-dire que le secret autour de sa santé... Vous avez déjà répondu à ça. Voulez-vous qu'on avance? Oui, j'avance. Est-ce qu'on pense à la succession? J'avance. Mais la succession, qui a posé le problème de la succession?
Peut-on parler de la succession quand quelqu'un est encore en vie? Ou c'est la personne elle-même qui peut parler de sa succession, qui peut parler de son testament, pas de la succession. La succession n'est ouverte que quand on est décédé. Mais comment veut-on déjà penser de la succession? L'avez-vous vu dans un cercueil pour que nous passions déjà à spéculer? Nous ne voulons pas spéculer, madame. Je vous parle de la succession au parti. Madame, j'ai déjà compris que c'est au parti. J'ai dit. Non, c'est au parti, j'ai dit. Vous attendez qu'il meure? Non. Parler de la succession? On ne va pas. Madame, comment moi je vais attendre qu'il meure? Puisque la mort, c'est à chaque minute, à chaque instant. Même les bébés qui naissent aujourd'hui meurent. Moi, je ne peux pas attendre sa mort. Combien sont morts avant lui? Même depuis qu'on a commencé à crier qu'il va mourir bientôt, depuis qu'on a commencé à monter sur RTNC des histoires compliquées, combien sont morts? Ce matin même, il y a ceux qui sont morts. Il y a des bébés qui sont morts, des vieux qui sont morts, des vieilles qui sont morts ce matin. Et chez nous, on dit, oh moi, chez nous, c'est un adage très compliqué, madame, et trop sage. Donc, tu peux être en bonne santé, quelqu'un à la bonbonne, à la réanimation, vous mourrez et lui, il est là. Une année après, il se réveille. Vous voyez, alors que vous étiez en bonne santé, vous êtes parti, vous l'avez précédé. Donc le problème de succession ne peut pas se poser dans des médias, ça ne peut pas se poser avec le problème du départ d'Étienne en Europe pour les besoins de la santé. Non, madame, ça ne peut pas se poser, c'est non-sens. Pourquoi la succession, là, c'est à lui d'épaisse? Pourquoi les Palou a un patriarche plus âgé que Tshisekedi? Vous n'en parlez? Pourquoi vous n'en parlez pas? Au PPRD, est-ce qu'on parle de la succession? Il y a même formellement la Constitution qui dit le mandat du président de la République est de 2 ans, point. Pourquoi on n'en parle pas, la succession du président Kabila, par sa famille politique? Madame Ernest, pourquoi vous n'en parlez pas? La Constitution dit la lettre noblesse, la loi des lois. La Constitution, c'est la loi fondamentale du pays, dit 2 mandats, point, intérêt. Pourquoi vous en faites un tabou? Vous voulez toujours qu'on remodifie la Constitution pour qu'il se représente? Vous ne pensez pas à la succession? Moi, ça m'écoeure, ça me dépasse. À la majorité présidentielle, il y a eu une réunion en début de semaine. C'était pour harmoniser les vues, parce qu'il y a des divergences. Les vues ont été harmonisées bien longtemps. Fort malheureusement que lorsque on harmonise les vues, il y a toujours des sons, des cloches différents entre certains acteurs politiques. Chaque parti politique a un projet de société. Chaque parti politique a sa façon, sa manière de concevoir comment est-ce que l'on peut gouverner. Le PPRD, il est vrai, par rapport à la prise de position qui avait déjà été matérialisée au niveau de la majorité présidentielle, le PPRD a dit soutenir le projet de révision constitutionnelle. C'est la position du PPRD. Mais bon, que nos frères du MSR considèrent que le PPRD donne un son de cloche différent, moi je crois que c'est leur droit. Mais qu'à cela ne tienne, les choses ont été bien éclaircies. La position de ma famille politique, c'est une position qui est celle de soutenir la révision constitutionnelle. Oui, d'aucuns nous font un procès d'intention. Je crois que c'était ça aussi le problème. Même si, au niveau de notre famille politique, nous devons parler du dauphin ou de la succession au président Joseph Kabila Kabange, je pense que nous sommes encore à mi-parcours de notre mandat. 2 années nous séparent de 2016. Il y a quand même pendant ces 2 années, de vos amis qui ont dit qu'ils voulaient un 3e mandat. Les Congolais sont libres de s'exprimer. C'est là la différence. Et ce que je voulais dire, c'est que pendant les 2 années qui nous séparent de la fin du mandat, nous avons un programme, nous avons un plan d'action sur la gouvernance. Qu'est-ce que nous faisons pour le bien-être du peuple congolais? Donnez-nous, laissez-nous l'opportunité de travailler par rapport à ce qu'il nous reste. Et je pense qu'avant 2016, vous aurez notre son des cloches. Mais bon, l'on ne peut pas, parce que l'opposition veut qu'on leur dise que nous ne touchons pas le 220, alors que nous sommes en train de parler. Le gouvernement a fait preuve à déposer. Nous touchons le 218, mais on veut simplement nous faire dire que nous touchons le 220. Je crois qu'on ne peut pas faire une opposition constructive si on part des procès d'intention
on ne peut pas avancer. Et normal que dans une famille politique, que les PPRD donnent un son de cloche et qu'au niveau du MSR, on donne un son de cloche d'ailleurs qui n'était même pas différent. Simplement ce que le MSR voulait, ce qui est une précision que l'autorité morale nous dise, nous allons pour la révision, ou bien nous avons un point de vue sur le 220, qu'est-ce que nous pensons sur le 220, qu'est-ce que nous pensons du 218 et qu'est-ce que nous pensons de tous les restes du processus électoral qui est aujourd'hui, des processus plutôt de concertation nationale qui attend toujours être matérialisé. Je crois que c'est la moindre des choses qu'ils aient demandé qu'il y ait un dialogue autour de la famille politique. Et c'est cela qui a été fait. Monsieur Kenda, pourquoi ne pas modifier la Constitution alors que l'article 218 l'autorise? Mais elle-même dit que c'est normal que dans une famille, que le PPRD soulevait son point de vue, que le MSR. Mais c'est anormal quand l'opposition vient parler comme le MSR. Vous trouvez ça normal? Et la focalisation des débats autour de la révision, que c'est pendant les périodes des élections, c'est anormal, madame. C'est anormal. C'est immoral politiquement. C'est immoral. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'en France, aux États-Unis, est-ce qu'on peut faire un débat autour de la fin du mandat d'Obama et François Hollande? Non. C'est dans la Constitution. Qui fait le débat sur la fin du mandat de Joseph Kabila? Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est un débat autour de ça. Mais l'opposition est diabolisée autour de ça. C'est sur la Constitution ou sur Kabila lui-même? Mais la Constitution, c'est une très bonne question. Mais la Constitution elle-même, si ce n'est pas pour Kabila, je crois qu'il n'y aurait même pas de débat. Parce qu'on connaît, la Constitution a déjà dit que le mandat... Nous sommes allés aux élections en 2006. Est-ce qu'il y a eu un débat de savoir s'il y aura des élections en 2011? Aujourd'hui, tout le monde connaît qu'il y aura des élections en 2006, il y en aura en 2011 et en 2021, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut faire un débat? C'est déjà écrit. De la même manière. Madame Nyoka a répondu qu'il s'agit de réajuster les articles liés aux élections. Mais qui sont-ils ceux qui réajustent les articles là, de la Constitution? Par exemple. Qui sont-ils? Et qui veulent les réajuster là, qui sont-ils? Ont-ils tiré ce plus grand droit que les autres? Ils tirent ce pouvoir dans l'article 218. Qui n'est interprété que par eux, de la même manière. Mais pourquoi cette constance? Il tire la compréhension de l'article 218. Pourquoi cette compréhension est constante? Que seulement à l'approche des élections qu'on doit changer. Aux élections de 2011, on a modifié de 2 tours au tour unique. Alors, et vous savez... Pourquoi est-ce que ce projet vous fait peur? Pourquoi est-ce que ce projet vous fait peur? Il termine par là. Mais quand le serpent vous mord un jour, les lézards, vous allez jouer avec les lézards? Vous faites référence à quoi? Vous allez fuir. Mais parce que le serpent vous a déjà mordu, et vous allez fuir les lézards. Puisque nous avons été floués en 2011, on nous a dit, nous n'avons pas de l'argent. Nous voulons changer la constitution de 2 tours au tour unique. Et tour unique, vous savez ce que ça a donné? Ça a même minorisé leur propre leader, leur propre l'autorité morale. Élu au niveau national avec 43% ou 48%. Vous connaissez les conséquences? C'est-à-dire les 52% sont restés dans la rue. Et ça, ils n'ont jamais tiré des conséquences de cela. Ils veulent encore rééditer les exploits aujourd'hui. Ou soit vous dirigez par défi, vous n'avez pas de considération envers les peuples qui vous parlez. J'entends parler de référendum. Est-ce que les résultats des référendums, ils vont l'accepter? Si les peuples congolais arrivaient à dire non, vont-ils l'accepter comme ils ont accepté les élections de 2011? Non, c'est très important. Est-ce qu'en 2011... On va y revenir. On a l'impression qu'aujourd'hui, le débat tourne autour de l'individu Joseph Kabila. Bien dommage, Madame Amina, c'est ça qui est vraiment dommage. Dommage parce que de l'autre côté de l'opposition, l'on ne veut pas savoir que nous avons un texte, que nous avons une norme principale, une norme fondamentale qui est la Constitution. Et cette norme qui est la Constitution, qui est un contrat social sur lequel nous tous nous devons nous focaliser, sur lequel les gouvernants doivent se focaliser, sur lequel même l'opposition qui doit être une opposition constructive doit pouvoir se focaliser. Qu'est dit cette norme? La majorité, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas allée en dehors de cette norme. La norme prévoit, la Constitution prévoit, avec l'article 218, qu'on peut réviser cette Constitution. Okay. Et les processus, les modalités et les personnes, sinon les institutions, qui peuvent contribuer à cette révision constitutionnelle. On le sait. Il a évoqué le référendum. Est-ce que, en tirant les leçons du passé, la majorité présidentielle est en mesure de gagner une élection? C'est vrai, Joseph Kabila a gagné la présidentielle de 2011. L'UDPS continue à contester cette victoire jusqu'à présent. La majorité présidentielle a perdu l'élection du gouverneur en province orientale, au Bas-Congo.
Est-ce que vous ne voulez pas tirer les leçons du passé? Le référendum sera-t-il en votre faveur? Madame Amina, nous tirons les leçons du passé. C'est parce que nous tirons les leçons du passé que nous nous appesantissons sur la Constitution pour parler de la révision, pour parler même de référendum, parce que le référendum est contenu dans cet article 218 dont l'opposition ne veut pas en entendre parler. Les leçons du passé, nous les tirons. Tenons, 2006. L'UDPS a fui les élections en 2006. Dans ces conditions, l'UDPS a fui les élections en 2006. L'UDPS n'a pas été capable de tenir par rapport à l'organisation que nous avions. Ils ont posé des problèmes de recensement. Mais la partie, le président Kabila lui a postulé et il a été élu en 2006. Donc nous tirons les conséquences des élections tant qu'elles se passent. En 2011, même lorsqu'on nous dit que non, c'est à l'approche des élections qu'ils sont en train de procéder aux différentes révisions. Mais enfin, lorsque l'on gouverne, c'est par rapport au fonctionnement réel, c'est par rapport au dysfonctionnement qu'on peut tirer les conséquences pour réajuster les tirs ou pas. C'est par rapport à cela. Et donc, 2011, nous avons gagné les élections. C'est vrai que Befale, l'AMP a gagné par le PDC. Justement, j'étais entré dans l'arrivée là. 2011, nous avons gagné les élections avec les moyens qui étaient le moyen de la RDC. Lorsque nous disons que quand il y a dysfonctionnement sur le terrain, on doit regarder comment pouvoir continuer, projeter les autres élections. Puisque jusque-là, nous nous sommes arrêtés au présidentiel et aux législatives nationales. Et les législatives nationales elles-mêmes, nous n'avons pas eu les résultats en totalité. Il y a eu encore le cas de Befale. La preuve, lorsque nous tirons les leçons de ce que nous obtenons pendant les élections, voyez le cas de Befale. Befale est venu bien après. Pourquoi à Befale, puisque l'on nous dit que la province, par exemple la province de l'Équateur, il semble que nous n'avons pas la même mise là-bas, c'est une province pro-opposition. Mais regardez le cas Befale, qui a gagné les élections, eh bien c'est la majorité présidentielle. Nous nous rendons compte que simplement à l'opposition, on a peur des élections, nous nous rendons compte à l'opposition, au lieu de préparer les élections, l'opposition prépare la contestation. L'opposition prépare, contestation et tout simplement sans pouvoir regarder, sans pouvoir poser le vrai problème des élections. Est-ce que justement ce débat sur un troisième mandat voulu par certains au sein de votre famille politique n'est pas destiné à une sorte de diversion plutôt pour l'opposition? Madame Amina, je crois qu'il faut faire la part des choses. Notre famille politique, les personnes attitrées, et donc que le président de la République réunissent les membres du bureau politique au niveau de Kingakat et parle que le secrétaire général de la majorité présidentielle nous réunisse, sinon fasse une communication à la presse comme il l'a déjà fait en donnant le point de vue de la majorité présidentielle. C'est cela le point de vue qu'il faut retenir. C'est le point de vue qui est de pouvoir respecter la Constitution de l'article 1er jusqu'à l'article 200 quelque chose. Je crois que c'est ça le point de vue. Alors, quel homme politique de la majorité présidentielle, moi, Maître Nyoka, communicateur de la majorité, je peux donner le point de vue d'abord de ma famille politique et ensuite donner mon point de vue personnel. Okay. Je peux dire que, parce que je suis un homme de science, par rapport à la Constitution, comment on la rédige, comment on la révise, comment on peut changer à l'aide d'une nouvelle Constitution à une autre, je peux dire que par rapport à tous ces éléments, voici mon point de vue. Je suis pour la révision ou je ne suis pas pour la révision, je suis pour un troisième mandat pour le président Kabila. Ça, c'était un point de vue d'un acteur politique et qui n'est pas à confondre avec le point de vue des différents cas des choses du secrétaire général de la majorité présidentielle. Encore que, il ne faut pas ôter aux gens la possibilité, parce que la Constitution leur donne la possibilité, le droit de pouvoir s'exprimer, le droit d'avoir la liberté d'opinion. C'est constitutionnel. Je crois que lorsqu'on est acteur politique, vous jetez la pierre à la majorité, mais ne jetez pas la pierre, n'obstruez pas non plus sur le fait que la Constitution, à ce qu'elle a dit, les respects de la lettre et de l'esprit de la Constitution doit pouvoir être respecté par tout le monde. Okay. Le référendum, c'est déjà une victoire pour la majorité présidentielle, étant donné que dernièrement, ils ont gagné l'élection de Befale. Oui, nous sommes une classe politique montante, madame. Nous devons nous démarquer de nos ancêtres politiciens, de nos aînés politiciens. C'est ici le lieu d'être courageux et de dire la vérité. De dire la vérité. Quelle vérité? Nous ne sommes pas de ces politiciens. D'autres pays africains sont déjà très avancés dans l'honnêteté politique, de reconnaître les failles. Lorsque l'on parle de la victoire des élections de 2011, c'est un élément intrinsèque, subjectif,
qui appelle le débat. Mais si ces élections ont été normales, ont été bonnes élections, mais celui qui les a organisées a été englouti par qui? Qui avait le pouvoir de chasser Ngoï Mouloun dans ces pays, si ce n'est pas seulement cette famille politique-là? Aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit, on dit que l'opposition parle de l'individu de Kabila. Non. Mais quand vous venez vous dites, M. Kabila n'a que 6 mois, depuis qu'on a défait les M23, c'est le début du mandat du président Kabila. Vous pensez que c'est l'opposition qui vient dire ça? Quand un ministre, porte-parole du gouvernement, dit, qui doit interdire au président de se représenter? Qui doit l'interdire? Vous pensez que c'est l'opposition qui le dit et il parle de qui doit se représenter? C'est pas le président Kabila. Le porte-parole du gouvernement a dit ça? Oh, plusieurs fois il l'a dit. Il dit qu'on peut l'interdire à se représenter. Il l'a dit ça. Il l'a dit plusieurs fois. Est-ce qu'on peut l'interdire à se représenter? Et quand il le dit comme ça, il l'a dit plusieurs fois. On ne peut pas l'empêcher à ne pas dire. Il doit le dire. Madame, nous sortons des élections chaotiques. Dieu merci, on doit tout devoir, toi, Etienne Tshisekedi, compte tenu de sa sagesse et de sa maturité politique. Si c'était un autre leader, on ne connaît pas comment il réagirait. On ne connaît pas. C'est grâce à sa maîtrise, il a compris qu'il ne s'est pas battu pour le pouvoir. Il ne s'est pas battu pour couler le sang du Congolais. Il s'est tué. Il a demandé au peuple congolais de se calmer. Mais les gens n'ont jamais compris pourquoi il a demandé aux gens de se calmer. Parce qu'il y avait des pièges tendus partout. La CPI était dans ces pays. Il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a tout de même. Oui, il y a des choses qui se sont passées. Maintenant, quand il parle de la révision. Carter, par exemple, qui a reconnu qu'il y a eu des irrégularités, mais qui ne remettent pas en cause l'ordre d'arrivée des candidats présidents. Oui, ça c'est Carter qui a parlé. Est-ce que le point de vue dominant, c'est celui de Carter ou du peuple congolais? Les élections ont été organisées pour le peuple congolais ou pour Carter. Maintenant, quand on veut réviser la Constitution, on parle de l'article 218. Non, quand on parle de l'article, je réplique à ce qu'il a dit. Quand on parle de l'article 218, madame, je parlais ici de Mobutu qu'ils ont chassé. Ils ont chassé Mobutu parce que Mobutu dirigeait mal. Ah, vous parlez de l'article 218, moi je ne vois pas Mobutu dedans. Là. Non, il est dedans, je vais vous le montrer. Je vais montrer Mobutu là-dedans. L'initiative de la révision constitutionnelle apparaît concurremment, etc. etc. Voilà. Il y a 4. Voilà maintenant où apparaît Mobutu. Voilà où apparaît Mobutu maintenant, madame. Vous savez que parfois quand on a fait par la politique, on s'improvise comme ça, on peut dire n'importe quoi. Mobutu a été taxé de celui qui chiffonnait la Constitution. La Constitution était devenue un chiffon. Mobutu pouvait se réveiller le matin, faire de la Constitution qu'il veut. La Constitution, c'est une lettre de noblesse. C'est une lettre au-dessus de toutes les autres lettres. On ne la touche pas de n'importe quelle manière. Le PPRD et ses Depuis partisans... que le Congo est indépendant, nous en sommes à la 22e, 23e Constitution, c'est ça? Je ne sais pas, ils vont me le dire. Je ne sais pas, ils vont me le dire. Ce sont qui font les études de la Constitution. C'est la 7e ou la 8e fois que... Je termine mon idée de Mobutu. Mobutu Kabila a pris les armes pour venir le détrôner puisqu'il était dictateur. Puisque Mobutu pouvait jouer de la Constitution de la manière qu'il pouvait le faire. Aujourd'hui, on nous a habitués à modifier la Constitution à chaque fois que l'on parle des élections, à chaque fois qu'on s'approche aux périodes des élections. On veut toujours toucher à la Constitution. La Constitution, pour ce pouvoir, pour ce régime, est-il devenu encore un chiffon? C'est aussi devenu un chiffon. On doit toucher à n'importe quel peuple, puisque 118 dit qu'il faut réviser, voilà la présidence, les peuples, Non, madame. Cette émission se termine ici. Ça doit avoir une idée. Ça doit avoir une idée, madame. Pourquoi cette constance-là? Deux mots pour terminer. La constance, là, de s'approcher au changement de la Constitution. Madame Amina, c'est pas une valeur. Le mot de la fin, il faut dire qu'il y a problème. Il y a problème parce que l'opposition a voulu prendre le peuple congolais en otage. L'opposition dit au peuple congolais, ne touche pas à ma constitution, ne touche pas à mon 220. L'opposition oublie de rentrer dans la constitution et de la lire. Il oublie même que dans cette constitution... Partout où il y a des élections présidentielles, il y a la masse dans la rue qui jubile. Mais est-ce que quand on proclame les résultats dans ce pays, il y a le peuple descend? On n'entend plus là. Elle vous a laissé parler. Non, je lui demande, non, parce qu'elle a parlé du peuple. Madame, on a proclamé les résultats du chef de l'État dans ces pays 2 fois de suite. Vous avez vu le peuple dans la rue? Vous la laissez parler. Le peuple dont ils sont en train de parler, c'est ce peuple-là que la Constitution vous donne sa quintessence dans l'article 5. C'est lui le souverain primaire. C'est lui qui donne le pouvoir par des représentants, qu'on le représente de manière directe et de manière indirecte. C'est ce peuple-là que l'on ne peut pas prendre en otage parce que la Constitution le dit. Cette Constitution vous donne le moment, la procédure, quand est-ce qu'on peut la réviser. Donc on ne peut pas prendre le peuple en otage et refuser de réviser la Constitution où elle est dit. Je termine en disant, madame, 2011, nous avons eu des élections. Etienne Tshisekedi a la maîtrise. Etienne Tshisekedi, à partir de Johannesburg, Etienne Tshisekedi s'est permis de s'auto-proclamer
lui qui est épris de... Et vous, quand vous dites Raïs, c'est 100%, 100% Raïs. On connaît qui veut construire un état de droit. Vous connaissez les élections au monde où quelqu'un a gagné 100%? Oh là là, Vous connaissez les élections au monde où un candidat a gagné 100%? Vous l'avez dit que Raïs, c'est 100%. C'est ce que c'était sa méthode de faire sa campagne. Vous me laissez dire au revoir. Alors, la semaine prochaine, peut-être avec les mêmes invités, on va revenir sur ce livre d'Évariste Beauchab, entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation, peut-être avec les mêmes invités. À la semaine prochaine.